Comprendre les enjeux cachés derrière les élections américaines, il s'agit du thème qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui viennent d'arriver sur le canal, mon nom est Jérôme Walsh, investisseur professionnel français vivant au Brésil depuis plus de 15 ans. Je suis également le fondateur de la société Brazil Partner Investissement qui est présente sur le marché depuis plus de 15 ans également. Brazil Partner est une société qui propose des solutions d'investissement en adéquation avec votre profil. Investissement immobilier ou financier, rente fixe ou variable, en passant par des projets d'investissement à haute valeur ajoutée, possédant de très belles perspectives de rentabilité sur le long terme. Brazil Partner bénéficie d'un statut juridique souple qui permet une allocation de vos actifs au Brésil, mais également ailleurs dans le monde. N'hésitez donc pas à rentrer en contact avec nous pour connaître l'ensemble de notre offre et protéger votre patrimoine à l'abri des nombreuses turbulences économiques, juridiques et fiscales du territoire européen. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous adresser un email à l'adresse suivante contact@brazilpartner.com ou à consulter nos différents sites pour connaître l'ensemble de notre offre. Sur cette chaîne, on va parler d'investissement, d'économie, de finance, d'histoire, de géopolitique, mais aussi de développement personnel, de spiritualité et d'art de vivre. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela nous encouragera pour la production de nouvelles vidéos. À présent, bon visionnage! Même devant les derniers résultats qui annoncent Joe Biden comme nouveau président des États-Unis d'Amérique, nous saurons définitivement et de manière absolue qui sera le nouveau président des USA qu'en janvier 2021. Donald Trump a d'ailleurs entamé une procédure judiciaire devant la Suprême Cour des États-Unis pour dénoncer certaines fraudes et irrégularités du processus électoral. La lutte pour la présidence n'est donc pas finie et les prochains mois risquent d'être mouvementés. Nous allons analyser aujourd'hui quels seraient les différents impacts sur l'économie brésilienne, plus particulièrement sur le marché des matières premières, si réellement Joe Biden accédait à la Maison-Blanche. Certainement, nous ne pourrons pas aborder l'ensemble des différentes problématiques sur cette vidéo, mais nous tenterons d'apporter une vision généraliste et globale des enjeux à venir. En premier lieu, ce que nous ressentons donc actuellement, comme beaucoup de personnes dans le monde, c'est que ces élections américaines qui viennent donc de se finaliser laissent un goût amer dans la bouche de toutes les personnes qui se battent véritablement pour la démocratie et la liberté. Car peu importe qui sera réellement élu, la personne qui assumera la présidence des États-Unis, ce qu'on a pu vraiment observer durant cette campagne, c'est que la première puissance économique mondiale a été mise à feu et à sang et qu'elle se trouve aujourd'hui profondément divisée. Et donc divisée, et elle est aussi vraiment diminuée, avec donc un énorme risque de plonger tête la première dans une nouvelle géopolitique socialiste qui, au fur et à mesure des années, vient se consolider sur l'ensemble de la planète et qui, à présent, se trouve à deux doigts de contrôler la première puissance économique mondiale. Donc, avant d'arriver aux conclusions finales donc, de ces élections, ce que je peux, moi, vous assurer, c'est que le vainqueur de ces élections, en réalité, n'est ni démocrate ni républicain. Pour moi, le véritable vainqueur, c'est Xi Jinping et le Parti communiste chinois, amenant une victoire à la Chine qui, en fait, a été discrètement préparée au long de plusieurs décennies par le Parti communiste chinois sous la tutelle d'une oligarchie mondialiste dont les intérêts sont loin d'être en faveur des différents peuples de cette planète. Pour comprendre cela, donc pour comprendre en fait de manière globale ce qui est en train de se passer et pour comprendre le futur, il est fondamental donc d'analyser le passé. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais durant les 30 dernières années, les États-Unis ont injecté une quantité massive d'argent dans l'économie chinoise, des volumes astronomiques. Donc de Richard Nixon à Barack Obama, l'ensemble des derniers présidents américains ont facilité la transformation de la Chine en une méga puissance économique et militaire. Par exemple, le PIB chinois, qui en 1995 était inférieur à celui de l'Italie, aujourd'hui est 7 fois supérieur donc à celui de l'Italie. Le problème,
c'est que cet objectif initial qui était de transformer la Chine en une énorme puissance libérale, en fait, cet objectif initial n'a jamais été atteint. Au contraire, ces différents investissements ont contribué à renforcer le Parti communiste et à permettre à la Chine d'étendre ses énormes tentacules à l'extérieur du monde asiatique. Donc, si cela a été fait de manière volontaire ou pas, donc ça reste, on va dire, à analyser et à étudier. Donc, c'est ce qui s'est passé durant les 30 dernières années. La Chine s'est renforcée sur le plan économique, mais en parallèle de ça, c'est pas pour autant qu'elle est devenue libérale. En réalité, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer le personnage, de le classifier comme arrogant ou autoritaire, ou d'utiliser un ensemble d'adjectifs qui convient parfaitement à sa personne et à sa personnalité. Mais s'il existe un homme qui a eu suffisamment de courage pour se mettre au travers de la Chine, cet homme, c'est bel et bien Donald Trump. Car, rappelons-le, en mars 2018, quand il avait donc une trésorerie suffisamment importante dans les caisses de l'État pour alimenter l'ensemble du processus de production, Trump avait envoyé un message clair et explicite à Xi Jinping. Donc, il lui avait dit à cette époque où la Chine diminue son déficit commercial avec les États-Unis, donc où la Chine diminue le déficit commercial avec les États-Unis, où l'ensemble des importations chinoises seront surtaxées. Donc à partir de ces quelques mots, c'est commencé une guerre commerciale qui a causé d'énormes préjudices pour la Chine, une guerre qui a pris des proportions gigantesques dans les différents secteurs de l'économie chinoise, dont plus particulièrement la technologie, le secteur de l'agroalimentaire, et donc passant d'une guerre commerciale à une guerre froide entre deux superpuissances pour tenter de démontrer au monde qui dirige notre chère et belle planète. Peut-être la plupart d'entre vous ne se sont pas spécialement arrêtés sur la question et ne se sont pas posés pour analyser les choses d'une manière froide et pragmatique, mais c'est justement durant cette période, soit entre 2018 et 2020, qu'a commencé une série d'événements sinistres qui ont impacté de manière significative l'ensemble de l'économie mondiale. Pour en fait simplifier mon analyse, je vais commencer par un premier exemple dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous avez déjà certainement entendu parler de la grippe porcine. Il s'agit d'une catégorie de grippe qui n'atteint pas l'être humain, mais qui possède un énorme potentiel de mortalité chez certains animaux, et en particulier le porc. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé durant cette période, ou pour que vous puissiez arriver à vos propres conclusions, il est fondamental de comprendre deux choses très importantes. La première, c'est que la Chine, actuellement, est le plus gros producteur de viande de porc au monde et dépend donc de cette production pour nourrir de manière journalière sa population qui est de plus de 1,3 milliard d'habitants. Malheureusement, comme vous le savez, la viande de porc, comme toutes les denrées de cette planète, ne tombe pas du ciel. Il est donc nécessaire de produire de la nourriture pour ces animaux et justement alimenter le process de production. Et savez-vous quelle est la base de l'alimentation du porc? Il s'agit en fait du soja. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. La seconde, c'est qu'à l'époque en fait où tout cela s'est passé, donc en 2018, la Chine avait besoin d'importer 100 millions de tonnes de soja pour répondre à sa demande interne et donc pour alimenter la production porcine. Sauf qu'il faut être conscient qu'il n'existe aucun pays au monde qui est capable de répondre seul à cette demande. Ce qui rendait à cette époque la Chine très vulnérable et dépendante des États-Unis et du Brésil, car il s'agit donc des deux plus gros producteurs et exportateurs de soja au monde. Et c'est là en fait où se trouve, on va dire, la clé de compréhension d'une des stratégies les plus intelligentes mises en place par la Chine. Car comme par hasard, et au même moment où la Chine décide de rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis, excusez-moi, se mettant donc dans une situation de vulnérabilité avec un seul et unique fournisseur, donc le Brésil, puisque si elle se met en porte-à-faux avec les États-Unis en commençant une guerre commerciale, il lui reste qu'un seul et unique fournisseur, donc le Brésil. Et figurez-vous donc qu'à ce moment bien précis commence, on va dire de manière
complètement désordonnée et croissante, une épidémie de grippe porcine en Chine qui, selon les Chinois, a provoqué une diminution de 36% de la production donc, porcine de porc, passant donc de 687,5 millions donc, de têtes de porc à 440 millions de têtes de porc, garantissant ainsi, on va dire, les fondements nécessaires pour propager en fait à travers les médias de masse qu'à cause de cette pandémie, la Chine n'aurait pas besoin d'autant de soja qu'elle avait prévu. Et donc ça a été vraiment un coup de maître, puisque ces informations n'ont jamais pu être vérifiées, donc elles ne sont pas vérifiables, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de la Chine, c'est justement à prendre avec des pincettes, puisqu'il s'agit d'un gouvernement relativement opaque, et toutes les informations qui sont émises par la Chine sont, on va dire, il faut faire très attention. En tous les cas, cette annonce, on va dire justement dans les médias de masse, cette annonce qui a circulé à niveau mondial, a justement permis à la Chine justement de rafler l'ensemble des stocks de soja brésiliens avec une réduction de prix de pratiquement de 70% par rapport à l'année antérieure, puisque ça a provoqué justement un tumulte chez les producteurs et chez les exportateurs brésiliens. Ça a causé, on va dire, des profondes peurs, puisqu'ils ne savaient pas si, en fait, ils allaient pouvoir écouler leur stock. Et puis, il s'agit, en fait, d'une manœuvre, pour faire baisser, justement, les prix du soja. Et ceux-ci, donc, ont baissé de pratiquement 70%. Et donc, ça a permis, donc, à la Chine de rafler l'ensemble des stocks de soja brésilien avec une réduction de prix de 70%. Une chose complètement invraisemblable. Le second exemple que je vais aborder a touché donc le monde entier et a obligé l'ensemble de l'économie mondiale à taper un mur de béton à plus de 300 km/h. Bon, bien évidemment, il s'agit on sait, ça commence par C, ça finit par 19, pour ne pas le citer sur YouTube. Et donc, comme tout le monde le sait, cette pandémie, ce virus a commencé également dans ce pays asiatique. Et donc, comment expliquer justement qu'à l'endroit où a commencé cette pandémie, il y avait déjà donc disponible des stocks de masques, des respirateurs, des kits de test, d'une maladie qui supposément personne ne connaissait. Et tout cela dans des proportions suffisantes pour fournir l'ensemble de la planète. Comment expliquer également que ce pays a pu développer et tester un vaccin, aussi peu confiable soit-il, en un temps record, donc de 6 à 7 mois, et qui soit déjà prêt à commercialiser. Donc en fait, tout cela suscite d'énormes points d'interrogation et m'amène à amplifier mes recherches pour réunir toutes les pièces manquantes de cet énorme puzzle. L'une des questions fondamentales qui alimente le fruit de mes recherches, c'est de savoir si la production alimentaire est suffisante pour répondre à la demande mondiale. Quand en fait vous arrivez au supermarché, combien de fois certainement vous êtes posé la question pourquoi le prix des aliments augmente? Et à ce moment-là, et pour répondre à cette question, il est fondamental de comprendre que la nourriture, comme je le disais plus haut, ne tombe pas du ciel. Et que pour que le processus de production alimentaire fonctionne, il est nécessaire d'énormes quantités d'espace territorial, d'énormes quantités d'investissement et d'un climat favorable. Malheureusement, toutes ces conditions ne sont pas équitablement réunies et disponibles sur l'ensemble de la planète. En plus, donc, la majeure partie donc, de la population vivant sur Terre a émigré en direction des grandes villes et aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps avec plus d'argent et avec une qualité de vie supérieure qui fait croître chaque jour la demande alimentaire. L'Asie, plus particulièrement la Chine, avec plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir, donc 1,5 milliard environ, 1,3-1,4 milliard. Ces dernières années, avec la croissance économique, la population de la Chine a changé drastiquement ses habitudes alimentaires, augmentant chaque jour un peu plus l'apport de protéines animales dans son alimentation. Et c'est là où se trouve justement une autre clé de compréhension de tout ce qui est en train de se passer actuellement, car comme je le disais donc antérieurement,
Pour produire cette protéine animale, il faut suffisamment de soja et actuellement, les stocks de soja dans le monde sont en chute libre. Le Brésil, qui est actuellement le plus gros producteur et exportateur de soja au monde, et il est donc en ce moment, donc c'est lui qui produit et qui exporte le plus de soja au monde. Et donc en fait aujourd'hui nous allons arriver en 2021 et les stocks du Brésil en fait sont pratiquement épuisés. Les États-Unis qui eux ont vu durant ces dernières années consécutives leur vente de soja augmenter de manière significative sont actuellement en train d'affronter une pression de la demande chinoise qui ne s'est jamais vue auparavant dans l'histoire. Donc il y a tellement de pression sur les Chinois, sur les États-Unis pour l'achat donc de soja, qu'en fait les États-Unis ont déjà entamé la saison 2020-2021 avec la vente de plus de 82% de toute leur production en fait qui était disponible à l'exportation. 82% donc de leur exportation, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, car en fait il s'agit justement d'un volume qui a été exporté durant les 2 premiers mois donc, de la saison. Il en reste encore 10, donc il reste encore 10 mois et les États-Unis ont déjà exporté 82% justement de leur production qui était destinée à l'exportation. Donc ça vous montre en fait comment est la situation actuellement. Le graphique que vous allez voir donc à présent a été réalisé par la USDA. En fait, il s'agit donc du département d'agriculture des États-Unis, qui est aujourd'hui considéré comme l'autorité la plus confiable au monde quand il s'agit donc d'analyser et de prévoir les tendances de l'agro-industrie mondiale. Ce graphique montre une prévision donc long terme, sur une durée donc, de 10 ans, des exportations prévues de soja en provenance du Brésil. Sur le premier chiffre, qui se trouve en rouge à gauche, vous pouvez voir que l'estimation pour la saison 2020-2021 était de 75,7 millions de tonnes d'exportation de soja. Et aujourd'hui, accrochez-vous, car on vient donc de finaliser la saison 2019 et 2020 avec un total d'exportation de 97,3 millions de tonnes de soja exportées en provenance du Brésil. Vous vous rendez compte, 97 millions de tonnes. En fait, comme vous pouvez très bien le voir sur le graphique, ce volume d'exportation n'était prévu que d'ici 9 ans. Seulement en 2030. Donc ça vous montre à quel point la situation est grave et que donc, ça révèle une énorme préoccupation donc, du gouvernement chinois, à savoir s'il va avoir suffisamment d'aliments pour nourrir l'ensemble de sa population. Car, rappelons-nous, le gouvernement chinois conserve dans sa mémoire les horreurs causées par la famine pendant le gouvernement de Mao Zedong. Pékin sait d'ailleurs mieux que quiconque que quand la nourriture fait défaut, n'importe quel pays au monde est ingouvernable. La stratégie chinoise de dominer le monde pour imposer un nouvel ordre mondial n'a pas commencé hier. Cela a été planifié donc durant des décennies et si le socialiste Joe Biden accède réellement au pouvoir en janvier 2021 et qui réussit à gouverner malgré toutes les procédures en cours devant les tribunaux américains, soyez-en sûrs, en fait, il attaquera le Brésil de plein fouet. Il attaquera donc le Brésil à travers donc, les médias qui en fait utiliseront le prétexte de la préservation environnementale et de la protection de l'Amazonie pour interférer en faveur donc, de la Chine et de ses alliés dans le processus de production et d'exportation de l'agro-industrie brésilienne, donc de l'ensemble des matières premières brésiliennes. Pour Joe Biden ainsi que pour toute cette élite mondialiste servant les intérêts de Pékin,
il sera sans nul doute redessiner une nouvelle carte de l'Amazonie qui ira de l'extrême nord du Brésil jusqu'à l'état du Paraná et pourquoi pas jusqu'à São Paulo, puisque à chaque fois justement ils utilisent les médias, ils utilisent des fausses informations pour à chaque fois amplifier la zone d'Amazonie et pour pouvoir interférer justement dans le processus de production de l'agriculture brésilienne. Le Brésil devra donc se battre pour anticiper et percevoir toutes ces manœuvres qui en fait n'ont qu'un seul et unique objectif, c'est de maintenir le plus bas possible le prix des matières premières et ainsi approvisionner la Chine à moindre coût. La Chine possède un pouvoir économique gigantesque et une multitude de collaborateurs éparpillés sur l'ensemble de la planète, prêts à faire bénéficier les intérêts de Pékin en échange d'énormes contrats, en échange donc de faveurs politiques, en changeant de tout type de faveurs, même donc d'énormes montants financiers, et le Brésil n'est pas épargné de cette réalité, car la Chine a un énorme intérêt à dominer l'un des plus gros producteurs de matières premières au monde, puisque justement en le dominant à travers ses politiques, à travers ses médias, elle continuera de s'approvisionner en matières premières de la manière la moins coûteuse qui soit. Il est donc important de se conscientiser qu'un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place et qu'après tout ce qu'elle a vécu pendant les années justement de famine et de souffrance durant le gouvernement Mao Zedong, la Chine est devenue une spécialiste des stratégies de marché à niveau global et elle utilisera tous les moyens qu'elle détient en sa possession pour éviter ce qui la hante au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire. À présent, cette vidéo est terminée. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à la liker en appuyant sur le pouce en bas de l'écran. Ciao ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.